Donc, peu importe ce que nous faisons, que ce soit nos discussions, les magasins que nous visitons ou les personnes avec qui nous sommes en contact, ils veulent tout savoir. Elon Musk vient de déposer une demande pour lancer 1 million de satellites afin d'installer des centres de données dans l'espace. Selon moi, c'est l'une des informations les plus importantes de ces dernières semaines. Donc, pour mettre encore plus d'informations à disposition, pour moi, c'est l'un des développements les plus dangereux, car ces centres de données se trouvent pour l'instant sur Terre, surtout aux États-Unis, et il est encore possible de protester et même les mettre à l'arrêt. Mais une fois ces centres de données dans l'espace, alors... Avant que nous commencions cette conversation passionnante, je dois être honnête avec vous. 89 d'entre vous regardent régulièrement sans s'abonner à cette chaîne. Pour être honnête, ça me brise un peu le cœur parce que cette chaîne ne grandit que grâce à votre engagement. Si tu retires ne serait-ce qu'une seule chose de cette conversation qui te rend meilleur, alors aide-moi à changer ce chiffre. Un abonnement ne te coûte rien, mais ça nous donne le signal qu'on est sur la bonne voie. Tu restes informé, nous restons motivés. C'est le deal le plus équitable sur Internet. Passons maintenant à la vraie raison de ta présence aujourd'hui. Monsieur Wolf, à une époque où tout s'accélère, il faut des personnes capables de voir les schémas et de pousser la réflexion au-delà des gros titres. Je suis ravi d'avoir cette conversation et heureux de votre présence. Merci beaucoup pour l'invitation. Monsieur Wolf, depuis des années, vous nous alertez sur des évolutions ignorées par beaucoup. J'avoue avoir été sceptique, notamment sur votre pronostic concernant Donald Trump. Certains vous ont catalogué comme un prophète de malheur. Et aujourd'hui, la désillusion est grande, car beaucoup de choses contre lesquelles vous mettez en garde depuis des années se sont réalisées. Mais avant de plonger dans tous ces abîmes, Monsieur Wolf, qu'est-ce qui vous donne encore de l'espoir en cette époque complètement folle? Le fait que les plus grandes inventions de l'humanité sont toujours nées dans les situations les plus difficiles. Vous savez, je suis né en Chine. Le caractère pour crise en chinois est composé de 2 caractères. L'un signifie danger et l'autre signifie opportunité. Et je pense qu'avec tous les dangers qui nous guettent, nous devons aussi reconnaître les opportunités qui se présentent. Et je pense que nous sommes à la fin d'un grand développement. Nous quittons le système dirigé par l'argent pour passer à un système axé sur les données. La question se pose, qui contrôlera ces données? Sera-ce encore une minorité agissant dans son intérêt? Ou bien existe-t-il une possibilité de mettre ces données à la disposition de tous afin de construire un monde bien plus beau que tout ce que nous avons connu au cours des dernières centaines d'années? Je pense que c'est l'alternative à laquelle nous sommes confrontés, et celui qui veut donner un sens à sa vie devrait se battre pour la meilleure des 2 options. Quand on regarde ce gigantesque cartel de pouvoir composé des services secrets, des entreprises du numérique et des élites financières, comme vous venez de le suggérer, il est facile de désespérer. Pourquoi ce Goliath n'est-il peut-être finalement pas aussi invincible qu'il en a l'air? Eh bien, le problème de ce Goliath, c'est que de moins en moins de personnes restent vraiment dans cette bulle. Nous vivons à une époque d'une concentration de pouvoir incroyable. Le pouvoir est entre les mains de très peu de personnes seulement. Et l'une des plus grandes leçons de l'histoire, c'est que lorsque trop de pouvoir se concentre entre trop peu de mains, il finit par s'effondrer un jour ou l'autre. Il ne faut pas oublier, ce pouvoir signifie que tous les autres sont opprimés. Et cette oppression s'accentue en ce moment. Le niveau de vie baisse de façon très marquée partout dans le monde. Ensuite, la liberté est de plus en plus restreinte et à un moment donné, ça va exploser. Les gens vont se lever. On ne peut qu'espérer que les gens suivront alors les bonnes personnes et non comme dans le cas de Trump ou en Allemagne avec l'AfD, les mauvaises. Regenau a déclaré lors de notre dernière conversation: la véritable rébellion, c'est de mener une vie heureuse. Bien sûr, il faut être conscient de ce qui se passe autour de soi, se préparer, mais il ne faut pas non plus se laisser gâcher l'humeur, car le monde dehors est tellement plus coloré, et cela ne coûte rien. Chacun, et c'est ce conseil que j'ai trouvé vraiment génial, peut maintenant mettre son téléphone en noir et blanc. On passe moins de temps en ligne, c'est aussi meilleur d'une certaine façon, pour les yeux, pour la lumière bleue, etc. Tu réalises vite que le monde extérieur est bien plus beau. Tout à fait. C'est aussi comme ça que je le vois. On n'est vraiment pas responsable de l'époque dans laquelle on est né. Nous sommes nés à une époque difficile, mais d'autres avant nous ont aussi vécu des périodes difficiles, comme la Première et la Seconde Guerre mondiale. Quand je pense à mes grands-parents et arrière-grands-parents, ils ont aussi élevé leurs enfants avec amour et ont vécu de beaux moments. Il faut donc trouver un équilibre raisonnable. Il ne faut pas faire l'autruche. Il faut regarder tous ces problèmes en face. Il ne faut pas non plus se laisser emprisonner par ces problèmes.
Monsieur Wolf, comme vous l'avez dit, l'industrie automobile part en Hongrie, des centaines de milliers de licenciements, partout des guerres et des mensonges sans précédent. Même dans le football, les cartons rouges ou décisions sont annulés froidement. Vous avez aussi qualifié Donald Trump de menteur pathologique et mis en garde contre son audace. Je n'étais pas d'accord au début, mais je dois maintenant vous donner raison. Au fond, est-ce que ça n'a aucune importance pour qui nous votons, parce qu'à la fin, c'est toujours le système qui gagne et que nous, les gens, devrions simplement considérer le vote comme un exutoire. Nous évacuons notre frustration, mais dès le début, des lois différentes s'appliquent à ceux élus d'une façon ou d'une autre. Oui, celui qui va voter montre ainsi qu'il n'a pas compris les rapports de force dans notre monde. Parce que les politiciens ne sont là que pour nous vendre les intérêts des grands de l'ombre comme étant les nôtres et pour nous maintenir sous contrôle en mettant constamment en scène de grands spectacles. Donc, en ce moment, nous assistons au plus grand spectacle, c'est le conflit au Moyen-Orient. Là-bas, les deux camps se font mutuellement le jeu. Donc, d'un côté, il y a l'Iran qui réagit toujours, qui apparaît parfois lors des réunions, puis ressort à nouveau une rhétorique guerrière. L'Iran poursuit manifestement le même objectif que l'administration Trump, à savoir maintenir le détroit d'Ormuz fermé et provoquer une catastrophe alimentaire et énergétique à l'échelle mondiale. Tout cela n'est qu'un théâtre mis en scène. Il faut regarder les véritables acteurs en coulisses, les véritables acteurs en coulisses. Ce sont les grands gestionnaires d'actifs de Wall Street et les grandes entreprises du numérique dans la Silicon Valley et en partie aussi dans le reste du monde. Nous voyons par exemple en Corée une évolution très intéressante. Jusqu'à présent, au cours des dernières décennies, Samsung a toujours été la plus grande entreprise et celle qui était la mieux cotée en bourse. C'est maintenant SK Hynix, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est une entreprise d'intelligence artificielle et elle a maintenant dépassé Samsung. Nous sommes donc dans une phase de transformation incroyablement rapide de la société et beaucoup de gens n'arrivent pas à suivre. Ils s'accrochent alors au concept d'autrefois. On croyait autrefois que les élections pouvaient changer quelque chose. Il y avait aussi autrefois des personnes intelligentes comme M. Tucholsky qui a dit « Si les élections pouvaient changer quelque chose, elles seraient interdites ». Vous l'avez dit très élégamment. Nous reparlerons bientôt du Moyen-Orient, ce week-end où la semaine dernière a eu lieu le congrès du parti AfD, des émeutes, des accès bloqués, des délégués escortés par la police au congrès du parti. Pourtant, les grands médias parlaient juste d'une protestation légitime. Si c'était arrivé dans l'autre sens, il y aurait eu des émissions spéciales pendant des semaines. Comment expliquez-vous ce 2 poids, 2 mesures? Oui, c'est le vieux combat. Les gens sont distraits. Là, on fait venir l'Antifa. Bien sûr, pour l'AfD, il n'y a en réalité rien de mieux. Parce que c'était évidemment une opération publicitaire pour l'AfD, car on a vu à quel point l'Antifa agit de manière antidémocratique. Mais l'AfD n'est pas du tout meilleure. L'AfD s'en prend toujours aux migrants. Nous sommes en train de faire face à une grande nouvelle vague migratoire parce qu'à cause du blocus à Ormuz, les engrais ne peuvent pas être livrés dans le monde entier. Nous allons donc vivre une grande famine qui aura surtout de graves conséquences en Afrique et nous aurons une nouvelle vague migratoire. Et la réponse de l'AfD à cela, c'est la remigration. La réponse de l'AfD n'est pas de dire que ce sont les puissants en arrière-plan qui ont provoqué cette vague migratoire. Et de cette manière, les gens sont bien sûr toujours montés les uns contre les autres. Et les puissants peuvent faire ce qu'ils ont toujours fait, à savoir continuer à étendre leur pouvoir. Vous venez de toucher un point sensible. Au fond, l'AfD n'est rien d'autre qu'un accélérant au sein du système. Les problèmes de ce pays, Monsieur Wolf, ne sont pas imputables à l'AfD. Ce sont finalement les partis du système qui en sont responsables depuis les 40, 50, 60 dernières années. Mais pour chaque problème dans ce pays, on pointe d'une manière ou d'une autre l'AfD du doigt. Les retraites ne suffisent plus, c'est la faute de l'AfD. Les emplois sont délocalisés, c'est d'une certaine façon la faute de l'AfD. Lors des dernières élections législatives, j'ai aussi voté pour l'AfD. Non pas que je sois convaincu par le programme de l'AfD, mais parce que si la seule réponse est de toujours accuser l'AfD sans jamais proposer de solution aux gens simples, alors je vote pour eux en signe de protestation. Je suis d'accord avec vous. En examinant le programme de l'AfD, rien ne changera pour les gens ordinaires. 5% de participation à l'OTAN, même seulement 2,5, cela fait 100 à 200 milliards. Et quand on parle de 100 à 200 milliards, ça s'appelle réarmer, pas reboiser, Monsieur Wolf. On suit alors une certaine logique de guerre. Cela veut dire qu'on participera à des guerres d'agression, on achètera évidemment beaucoup de matériel de guerre pour la surveillance, et au final, les réfugiés ne sont pas non plus un phénomène naturel. Nous créons nous-mêmes ces réfugiés.
Je vais encore recevoir beaucoup de critiques pour ça, mais il ne faut pas s'étonner si, après-demain, le réfugié arrive alors que nous avons participé à des guerres d'agression. Ni vous, ni moi, ni le boulanger, mais nos politiciens ignorants soutiennent cet agenda mondial. Il ne faut donc pas s'étonner qu'ils se retrouvent devant les portes de l'Allemagne. ARD, oui, ils jouent à tous à ce jeu et on nous induit en erreur. On veut simplement nous détourner de ceux qui sont vraiment responsables. Et les vrais coupables, c'est le complexe numérique et financier qui est en train d'instaurer une dictature numérique. Les réfugiés eux-mêmes sont une conséquence, un phénomène secondaire. Et l'AfD défend en Allemagne des positions similaires à celles de Donald Trump. Donald Trump a également fortement accéléré la militarisation des États-Unis. L'AfD fera de même. Donald Trump a lancé avec l'ICE, donc le contrôle de l'immigration, une véritable chasse aux émigrants, aux migrants. Et c'est exactement ce que je crains si l'AfD arrive au pouvoir. Donc je crains vraiment des sortes de pogroms contre les concitoyens à la peau foncée, parce que les gens, dans leur folie, ne feront plus la différence. Qui contribue ici à notre bonheur ou qui est venu ici pour détruire notre vie? Donc il faut vraiment être très, très prudent. Mais malheureusement, je crois que l'AfD va remporter de grands succès lors des prochaines élections régionales parce que les gens espèrent toujours que leurs intérêts seront défendus par quelqu'un d'autre au lieu de prendre eux-mêmes leurs intérêts en main et de dire eux-mêmes « nous devons créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous sortira de toute cette misère ». Je trouve ça tellement fort. C'est nous qui, au final, provoquons ce changement. Nous sommes le Messie, pas Alice Weidel, pas Jens Spahn, ni aucun parti. Et dans la paix, la liberté, on la prend, elle ne nous est pas donnée. Et je crois que si beaucoup plus de gens répondaient à cet appel, nous aurions certainement un monde plus pacifique. Donc si dans les prochaines années, aucun parti n'apporte de changement pour les gens ordinaires, cela voudrait dire, si on pousse la réflexion jusqu'au bout, que ce sont les gens qui devront descendre dans la rue pour faire avancer un changement. Cela va arriver, les gens vont descendre dans la rue parce que le niveau de vie baisse, nous allons avoir une grande vague de chômage à cause des effets de l'IA, les guerres vont continuer à être alimentées, les gens n'aiment pas ces guerres, même si, à travers les réseaux sociaux, on essaie toujours de nous faire croire que les gens sont enthousiastes et soutiennent cette incroyable orgie d'armement. De plus en plus de gens réalisent que le niveau de vie chute pendant que l'industrie de l'armement s'enrichit, ce qui entraîne de grands troubles sociaux. Et dans ces troubles sociaux, des mouvements vont se former. Et je mise sur le fait que certains de ces mouvements auront aussi de nouvelles idées et ne suivront plus les anciennes voies. Toujours mener ce combat entre la droite et la gauche. Je pense que c'est la plus grande erreur du siècle dernier et des 26 premières années de ce siècle. Les gens ont toujours mené ce combat droite-gauche sans réaliser qu'on les montait les uns contre les autres. Et de cette manière, les véritables coupables en arrière-plan peuvent simplement agir et faire ce qu'ils veulent. Je ne peux plus entendre cette guerre culturelle, Monsieur Wolf. Droite contre gauche, islamique contre non-islamique, vogue contre non-vogue. J'ai l'impression que dans cette bulle des médias alternatifs, nous nous échauffons aussi un peu, sur ma chaîne, sur d'autres chaînes. Et cette indignation numérique sur les réseaux sociaux, comment elle est utilisée comme un instrument bien précis pour les élites, tandis que la politique réelle, dans le monde analogique, impose discrètement des faits accomplis. Tout à fait. Il y a beaucoup de chaînes alternatives qui prennent chaque soubresaut politique comme prétexte pour une nouvelle vidéo qui devient ensuite virale. Mais cela aide énormément ceux qui tirent les ficelles en coulisses en maintenant les gens exactement dans cette bulle dans laquelle ils se trouvent depuis des décennies. Il reste donc essentiel de révéler ces coulisses, mais c'est souvent difficile car les gens ne veulent pas entendre parler de ces coulisses parce que cela les oblige à réfléchir un peu et à remettre en question certains concepts du passé. Donc, dans le combat entre la droite et la gauche, si l'on remonte l'histoire, il faut par exemple revenir à la Révolution russe qui nous a toujours été présentée comme une grande révolte populaire. C'est un mensonge historique. La Révolution russe n'a jamais eu lieu. C'était un coup d'État financé par l'étranger. Lénine est arrivé au pouvoir à l'époque avec de l'argent allemand et en Russie, avec la nouvelle politique économique, il a lui-même réintroduit le capitalisme seulement quelques années après sa prise de pouvoir. Le capitalisme, cependant, pas avec des capitalistes, mais avec des fonctionnaires du parti. Et ces fonctionnaires du parti ont alors mis le pays sous haute tension et ont organisé les pires orgies contre la population. À l'Ouest, on disait « Regardez les méchants communistes ».
En réalité, ce n'était rien d'autre que des gens qui avaient le même système, mais qui, en raison de cette concentration du pouvoir par le parti, pouvaient exercer plus de pouvoir que les politiciens de l'Ouest. En ce moment, Monsieur Wolf, la Coupe du monde de football nous distrait beaucoup et certaines décisions d'arbitre nous énervent. Quelle loi impopulaire le gouvernement fédéral a-t-il discrètement adoptée durant cette période et quelles en sont les conséquences pour les citoyens? Oui, en Allemagne, la loi sur le renforcement de la réserve a été adoptée 2 jours après l'élimination de l'Allemagne. Et j'avais déjà souligné dans une vidéo avant la Coupe du Monde que je m'attendais à ce que cette loi soit adoptée pendant la Coupe du Monde. Je pensais que l'Allemagne irait plus loin, sûrement les politiciens aussi, car ils ont alors agi vite, 2 jours après l'élimination, alors que tout le monde lisait le journal Bild et s'énervait contre M. Nagelsmann, ils ont discrètement fait passer la loi. Je recommande à tout le monde d'aller voir sur Internet la loi sur le renforcement de la réserve, car elle relève fortement la limite d'âge pour les réservistes. Elle était auparavant fixée à 45 ans, maintenant elle est à 60-65 et parfois même à 68 ans. Donc il y a eu un énorme bond en avant et en plus il y a de nouvelles formulations, comme par exemple l'état de tension qui n'existait pas auparavant. Aujourd'hui, il suffit que le gouvernement déclare l'état de tension pour que toutes ces mesures puissent être prises, alors qu'auparavant, elles n'étaient possibles qu'en cas de guerre. Donc c'est déjà une loi très très étendue. Pouvez-vous imaginer que cet état de tension soit déclaré si, en 2029, l'AfD arrivait au pouvoir en parallèle? C'est possible qu'ils puissent fournir le prétexte pour cela, mais il pourrait aussi y avoir d'autres raisons. En ce moment, on essaie aussi de raviver la guerre en Ukraine. Il se peut aussi qu'un jour un drone vole vers Berlin ou que la Pologne soit attaquée. Il y a donc toutes sortes de scénarios qu'on peut imaginer. À quel point pensez-vous que le scénario dans lequel ce conflit en Ukraine, que je n'ai pas vraiment suivi ces dernières semaines ou ces derniers mois, pourrait encore s'aggraver? Oui, là, il est en train de s'intensifier en ce moment. Il faut dire qu'il y a de plus en plus de drones qui volent et d'énormes quantités de drones qui sont livrés. Par exemple, les Britanniques viennent, d'après ce que j'ai entendu, de livrer 25 000 drones à l'Ukraine. Ils vont probablement aussi bientôt être utilisés là-bas. Et l'Ukraine a récemment intensifié ses attaques contre les dépôts de pétrole en Russie, au point qu'il y a maintenant parfois une pénurie d'essence en Russie. Donc ils suivent la même logique qu'en Occident. Là-bas aussi, on provoque une pénurie d'énergie, tout comme chez nous. Et ensuite, M. Poutine, tout comme M. Trump ou M. Merz, présentera un programme qu'on va probablement nous imposer. Je m'attends donc à ce qu'en septembre ou en octobre, nous connaissions chez nous des situations vraiment catastrophiques à cause de ce choc énergétique qui sera bien plus fort que le plus grand jamais connu jusqu'à présent, celui de 1973. Une autre loi, Monsieur Wolf, qui a été bloquée pendant des années d'une manière ou d'une autre, c'est ce qu'on appelle la surveillance des messages privés. Pourquoi cette loi est-elle un autre élément dont le citoyen ne comprend absolument rien, mais dont le complexe numérique va tirer un profit maximal? Eh bien, ils veulent évidemment tout savoir sur nous, peu importe ce que nous faisons, que ce soit nos discussions, les magasins que nous fréquentons ou les personnes avec qui nous sommes en contact ou autres. Ils veulent tout savoir. Ce n'est pas pour rien qu'Elon Musk vient de faire une demande. C'est d'ailleurs l'une des informations les plus importantes récemment. SpaceX a déposé une demande auprès des États-Unis pour 1 million de satellites. Ce million de satellites doit être envoyé dans l'espace, lancé là-haut, pour y collecter des données et installer des centres de données, donc pour fournir encore plus d'informations au complexe numérique et financier. Pour moi, c'est l'un des développements les plus dangereux, car ces centres de données sont actuellement situés principalement aux États-Unis. Et là, il est bien sûr encore possible pour les gens de protester et même de les mettre hors service. Si ces centres de données sont un jour dans l'espace, cette possibilité disparaîtra. Alors, des gens comme Elon Musk auront effectivement un levier de pouvoir auquel il sera très très difficile d'accéder. Au début, vous avez parlé de cette scène schizophrène en Iran, ou plutôt au Moyen-Orient. Parfois, la guerre menace, puis un accord survient. Ensuite, Donald Trump annonce encore « Nous allons totalement détruire l'Iran ». Les Iraniens ne poussent-ils pas trop loin leur jeu géopolitique actuellement? Ou pensez-vous que tout cela est orchestré et convenu d'avance? Attention, les Iraniens comme groupe unique, ça n'existe pas. Il y a le gouvernement iranien qui ne représente pas le peuple iranien, mais ses propres intérêts et aussi ceux des mêmes grandes puissances en arrière-plan. Et ils jouent le jeu avec Donald Trump. Donc les Iraniens bloquent aussi le détroit d'Ormuz. Soit ils le bloquent, soit les Américains le bloquent. Ensuite, M. Trump dit « Nous allons l'ouvrir ». Le lendemain, il dit « Nous le bloquons à nouveau ».
On tire d'un côté, puis de l'autre. Quel est le résultat? Le résultat, c'est qu'il y a trop peu de pétrole, trop peu de gaz naturel qui arrivent dans l'économie mondiale et que toute l'économie mondiale doit actuellement puiser dans les réserves et qu'un jour ces réserves seront épuisées. Et je suppose que dès que ces réserves seront pratiquement épuisées, le grand coup surviendra. Donc, je m'attends à un grand coup porté contre le détroit d'Ormuz, qu'il sera alors fermé et que l'état d'urgence sera déclaré dans le monde entier. Ensuite, ils imposeront des confinements et diverses mesures pour restreindre davantage les gens. Ensuite, il y aura cette nouvelle vague migratoire à cause de la faim, qui sera particulièrement grave en Afrique. Et ensuite, l'industrie technologique dira que nous avons besoin de plus de surveillance. Et les gens demanderont effectivement plus de surveillance tant qu'ils ne comprennent pas tout le jeu. J'ai lu hier, Monsieur Wolf, que Donald Trump prévoit une grosse attaque qui devrait avoir lieu relativement bientôt contre les installations nucléaires de l'Iran. Et des experts supposent en effet que ces installations nucléaires ne peuvent être atteintes qu'avec des missiles équipés d'ogives nucléaires. Qu'en est-il de ce complexe secret? Sommes-nous vraiment sur le point d'assister à une première frappe nucléaire? C'est possible. Je ne l'exclus pas car c'est aussi le rêve des politiciens israéliens. Monsieur Netanyahou, Ben Gvir et Monsieur Smotrich se sont toujours prononcés en faveur d'une action contre l'Iran, y compris avec des armes nucléaires. Et je pense que dans les prochaines semaines, nous verrons ce conflit s'intensifier des deux côtés. Et je pense qu'il est tout à fait possible qu'on n'utilise pas de grandes armes nucléaires, mais plutôt ces mini-armes nucléaires qui existent aujourd'hui. Donc, que l'on effectue ici et là des frappes ciblées pour habituer la population mondiale au fait qu'il est désormais possible de mener des guerres nucléaires qui sont réellement limitées localement ou nationalement. Vous venez de mentionner le gouvernement israélien, et ce qui m'a un peu surpris ces dernières semaines, c'est que des hommes politiques américains de premier plan critiquent ouvertement le gouvernement israélien. Est-ce que ce n'était qu'une mise en scène, en partie aussi pour satisfaire la population qui réclamait vraiment des mesures pour enfin apaiser ce conflit au Proche-Orient? Oui, tout à fait. Les politiciens ne sont pas stupides. Ils savent bien que la grande majorité des Américains est désormais très opposée à Israël. Donc ce massacre de masse des enfants dans la bande de Gaza, puis le massacre, surtout cette première frappe à l'époque contre l'Iran, où plus de 150 enfants ont été tués et qui a ensuite été effectivement justifié par les Américains. Ou du moins, ils ont reconnu que oui, c'était bien eux, que c'était une erreur. Mais le fait de jouer ainsi avec des vies humaines, ça ne plaît pas aux gens ordinaires. Il y a encore quelques personnes complètement aveuglées qui trouvent ça bien. Et il y a beaucoup de racistes aux États-Unis qui trouvent ça bien aussi pour cette raison. Mais la grande majorité de la population veut la paix, et à celle-là, il faut évidemment jouer la comédie. Et cela tombe à point, car des élections auront bientôt lieu en Israël. Et on ne sait jamais, il se peut très bien que M. Netanyahou soit finalement écarté parce qu'il a rempli son rôle historique pour les gens dans l'ombre et qu'ensuite quelqu'un d'autre arrive pour qu'on voit un nouveau visage et pour redonner de l'espoir aux gens en leur faisant croire à une autre stratégie. Bien sûr, ce sera toujours la même vieille stratégie, mais de cette façon, on fait patienter les gens, tout comme on les fait patienter avec le détroit d'Ormuz depuis le 28 février. Et j'ai eu récemment une conversation très intéressante avec Monsieur Luders. Et il disait que les partis d'opposition en Israël seraient parfois encore plus assoiffés de sang que Netanyahou lui-même. Malheureusement, c'est bien le cas. C'est très grave. Il faut aussi rappeler que la population israélienne souffre beaucoup, vivant en état de guerre. Et là, on peut voir comment la panique affecte les gens. Donc, la plupart des gens deviennent très obéissants, sont remplis de peur et suivent toutes les instructions, puis finissent par suivre les politiciens les plus extrêmes. C'est donc ça le but derrière tout ça, qu'on mette les gens sous pression avec toute cette guerre, surtout avec ces guerres de drones. Je crains aussi qu'en cas de guerre en Allemagne, ce ne soit pas comme la Seconde Guerre mondiale, mais une guerre de drones où l'on en larguera ici et là, faisant craindre à chacun d'être la prochaine cible. Israël porte désormais un regard agressif sur la Turquie et la désigne comme la prochaine menace. Je me suis vraiment demandé jusqu'où un État peut-il agir de façon aussi sanguinaire et paranoïaque. Sommes-nous en train de nous diriger vers la prochaine grande guerre régionale? Oui, c'est possible, car en Turquie, M. Erdogan n'est évidemment pas si solidement au pouvoir. La Turquie rencontre aussi un problème similaire à celui d'Israël. Donc Israël a un problème avec les Palestiniens et la Turquie a un problème avec les Kurdes. Les Kurdes, tout comme les Palestiniens, se sont vus refuser jusqu'à aujourd'hui leur propre nation. Donc ils ont été tout aussi opprimés par les Turcs, peut-être pas de manière aussi brutale, mais également opprimés comme les Palestiniens par les Israéliens.
Un autre conflit pourrait aussi éclater là-bas. Il faut rappeler que ces conflits ne surgissent pas d'eux-mêmes. La personne moyenne, là-bas aussi, le Kurde moyen, le Palestinien moyen, ils veulent mener une vie normale, en paix et en liberté. Mais ils sont toujours poussés dans ces conflits par les politiciens. Et au Moyen-Orient, c'est comme ça depuis environ 100 ans. Depuis les années 30 du siècle dernier, le destin du Moyen-Orient est déterminé par les grandes puissances occidentales. Et ces puissances occidentales n'ont qu'un seul objectif, divide et impera, c'est-à-dire diviser pour mieux régner et monter les gens les uns contre les autres afin de pouvoir exercer leur pouvoir en arrière-plan. Monsieur Wolf, j'ai encore 2 questions à vous poser. Que peuvent faire concrètement les gens dans leur vie quotidienne? Premièrement, pour se protéger numériquement, devenir plus anonymes et renforcer leur résilience mentale. Donc, il suffit simplement de poser son téléphone plus souvent et de ne pas se laisser emporter émotionnellement par tout ce va-et-vient. Il faut donc s'éloigner de temps en temps de toute cette sphère, aller se promener en forêt ou simplement marcher dans les rues et réaliser qu'il existe aussi une vie normale qui n'est pas dictée par cette hystérie sur Internet. C'est la première chose qui est vraiment importante. Ensuite, je dirais que nous devrions tous nous préparer à un automne très, très difficile. Nous devons nous attendre à ce que l'inflation explose, surtout pour les produits alimentaires. Nous devrions faire des réserves. Nous devrions être conscients d'une possible crise bancaire. Il faut savoir que la réglementation du bail-in existe et que notre argent n'est pas en sécurité dans les banques. Je conseille de ne garder à la banque que l'argent nécessaire pour 2 ou 3 mois, le reste étant conservé ailleurs. Et je recommande aussi, parce qu'il faut penser à long terme, d'acquérir quelques biens matériels pour être indépendant de cette inflation. Nous faisons face à des temps difficiles et il est très important dans ces moments-là de se connecter avec d'autres personnes partageant les mêmes idées et de prendre soin de ces liens familiaux, car j'ai remarqué récemment que beaucoup de gens négligeaient un peu cet aspect. Et cela est incroyablement important en période difficile. On l'a bien vu par exemple pendant la crise du Covid. Ceux qui s'en sont le mieux sortis étaient ceux qui étaient le mieux connectés et qui avaient trouvé un refuge sûr au sein de leur famille. Ces paroles étaient très belles. Un scénario que j'ai assez souvent lu ces dernières semaines, c'est que si la situation devient sérieuse, il y aura aussi une coupure générale de courant. Je veux dire, à l'époque du corona, ils auraient pu le laisser entendre, surtout à moi. Avant, les gens pouvaient se divertir. Aujourd'hui, sans électricité 1 ou 2 semaines, ce serait Sodome et Gomorrhe. D'un côté, ce sera Sodome et Gomorrhe, mais d'un autre côté, les gens vont aussi se rappeler, après 2 jours, qu'il y a déjà eu un monde sans toute cette hystérie sur Internet. Peut-être que les gens commenceront à se parler et à discuter, pas seulement à communiquer via les réseaux sociaux. Et peut-être qu'il en sortira vraiment une vague d'indignation contre ceux qui leur ont toujours imposé cette autre façon de vivre. Donc, je vois aussi dans une telle situation une opportunité, une grande opportunité pour que les gens se parlent à nouveau en personne, qu'ils discutent ensemble et qu'ils développent peut-être de nouvelles idées pour un avenir meilleur. Monsieur Wolf, pour conclure, si avec toutes vos connaissances et votre expérience d'aujourd'hui, vous pouviez murmurer un seul secret à l'oreille de vous-même à 18 ans, lequel serait-ce? Ne te laisse pas guider par les autres, mais fais confiance à ton propre ressenti, à ton intuition. Ne fais confiance à personne, sauf si ton ressenti te dit que tu peux faire confiance à cette personne. On peut vraiment apprendre énormément et on peut croire qu'on sait beaucoup de choses. On peut quand même toujours se faire avoir. Donc le mieux, c'est vraiment de suivre son ressenti parce que le ressenti, ça nous trompe très rarement dans la vie. Et de ce ressenti, Monsieur Wolf, vous voulez nous en détacher. Nous consommons énormément d'informations. Jusqu'à 180 fois par jour, nous attrapons notre téléphone, nous courons après un superlatif quelconque. Maintenant, il y a aussi l'intelligence artificielle qu'on consulte comme conseillère pour chaque petite chose. Il y a des gens qui se lèvent et qui demandent à l'intelligence artificielle « Comment devrais-je me sentir aujourd'hui ?» Le monde est devenu complètement fou. Donc cette intuition qui nous a été transmise pendant des siècles, des millénaires, c'est un lien sacré que nous portons en nous. On essaie de nous en détacher. Avant de vous laisser partir, comment va votre maman de 99 ans? Elle va plutôt bien en ce moment, oui. Elle se promène encore 2 fois par jour dans le parc, donc elle mène encore une vie autonome. Tout va vraiment très bien. Et vous avez une surprise pour nos téléspectateurs? Oui, c'est ça. J'ai écrit un livre. Je vais vite le montrer à la caméra. Schatten der Vergangenheit, cette fois, ce n'est pas un livre pour enfants, ni un livre documentaire. C'est un roman policier. En fait, voici son histoire. J'étais auparavant scénariste.
J'ai écrit un scénario pour cette histoire et il devait être adapté en film à l'époque, mais cela a été trop cher car une partie de l'intrigue se déroule en Afrique. Il a alors disparu dans un tiroir chez moi et il y a environ 6 mois, j'ai ressorti le scénario et j'ai constaté qu'il avait en fait beaucoup à voir avec notre époque. Le sujet, c'est qu'il faut absolument connaître son passé pour pouvoir gérer le présent et planifier son avenir. Donc tout cela s'inscrit dans une intrigue relativement captivante. C'est aussi écrit un peu comme un scénario. Il y a, je crois, 70 ou 75 courts chapitres, donc ça se lit très facilement. Et j'espère aussi que beaucoup de gens remarqueront que cela a beaucoup à voir avec notre époque. Où nos téléspectateurs peuvent-ils acheter ce livre? Pour l'instant, cela n'est possible que sur mon site web ernstwolf.com/shop. Il y a d'ailleurs aussi un petit extrait à lire. J'y ai donc lu le prologue à voix haute. Donc, si quelqu'un veut écouter de quoi il s'agit, il peut volontiers aller l'écouter. Des mots de conclusion impressionnants, Monsieur Wolf. Merci beaucoup. Nous ajouterons le lien en bas. Merci à vous et à votre famille. Je vous souhaite le meilleur. À la prochaine. À la prochaine fois.